Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode du podcast Les Semi-Colons. Je m'appelle Philippe Vaillancourt, je suis avec mon ami Nicolas Charette-Naud. Ça va bien, Nicolas? Ça va bien, toi? Très, très bien, merci. Content de pouvoir jaser programmation avec toi encore une fois, malgré le COVID-19 et la séparation physique. Toujours un plaisir. Ben ouais, non, pour vrai, le livre à date, je le dévore. Là, à chaque chapitre, j'ai tout le temps autant de plaisir. Celle-là, ben, je pense qu'il commence à me parler parce que direct en partant, il commence en disant qu'on va reculer un petit peu des techniques très comment on écrit nos lignes de code. Puis là, il ressort vraiment à dire, OK, ben là, on va prendre une vue d'ensemble. Oui, juste pour donner le contexte à nos auditeurs, là, on parle du chapitre 10 dans le livre Clean Code de Uncle Bob qui parle sur les classes. Les classes. Jeff Langer. Oui, c'est ça, le chapitre qu'il a écrit. Hein. Comme on l'avait dit, là, la plupart du livre, c'est de son cru, mais il y a certains chapitres que d'autres programmeurs d'expérience là, qui ont contribué et ont écrit, soit qu'ils l'ont écrit eux autres mêmes. Hein. Je pense qu'il y a certains chapitres qui c'est même pas lui qui a écrit du tout. Il y en a d'autres que c'est en collaboration. Puis ça, ouais. Le chapitre 10, c'est en collaboration avec Jeff Langer. Les classes, moi, en tout cas, comme toi, là, j'ai vraiment apprécié j'ai vraiment aimé ce chapitre-là. Il y a une des choses là, une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai vraiment aimé ce chapitre-là, c'est qu'il est très, très influencé par trois des principes solides. Le Single Responsibility Principle, SRP, le S dans solide, le O qui est Open Close, puis le D qui a rapport avec le Dependency Inversion. On va en parler là en plus en détail, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée de sortir ça dans l'intro parce que le chapitre ça s'appuie là, définitivement là-dessus, en grande partie. Tu as parlé un petit peu, Nick, de l'introduction, là, où ce qu'il disait qu'on revenait en arrière sur les... Ouais, comment il dit ça, un higher level, un niveau plus élevé de l'organisation du code. Fait que là, on parle plus juste de comment bien écrire du code, comment écrire du clean code, mais là, c'est comme comment organiser du clean code. Ouais. Ça, c'est encore plus intéressant parce que je pense que c'est encore là, on tombe dans des sujets que on parle de. C'est pas le genre de sujet qu'on parle souvent dans le quotidien. Tu sais, souvent, on va parler de peux-tu m'aider avec cette ligne de code-là ou viens ici, on va écrire la fonction ensemble, mais d'un point de vue vraiment plus élevé d'architecture, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, puis il en traite avec des exemples assez concrets. Ouais, c'est un bon point. Puis en fait, c'est drôle parce que ce chapitre-là, c'est un peu comme un entre-deux. Tu as parlé d'architecture. L'organisation des classes en soi, tu tombes vite dans l'architecture, mais il y a comme un entre-deux où c'est quand même c'est d'organiser tes classes comme il faut, puis de les découper. C'est important, mais c'est pas automatiquement de l'architecture, juste de faire ça. Parce que l'architecture, ça implique peut-être un peu plus de planification, je dirais. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais dans ma définition à moi, il y a un petit peu plus de planification. Non, tu as totalement raison. Là. Ce que je voulais dire, c'est plus l'organisation du code. Ben c'est... En tout cas, c'est ça. C'est comme un genre de... Un entre-deux. Ouais, c'est ça, c'est comme un genre d'entre-deux. Puis il a écrit un livre, Uncle Bob, qu'on va peut-être un jour analyser sur le podcast, on ne sait pas, hein? Mais le Clean Architecture, qui lui est vraiment comme dans l'organisation de modules et des classes dans ces modules-là à l'intérieur d'une application complète. Super intéressant. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, on parle de l'organisation des classes. Puis ça, ce qu'on veut dire dans ce chapitre-là, pour ce qui est de l'organisation des classes, c'est comment est-ce que nos classes devraient être organisées à l'intérieur. Alors, à l'intérieur d'une classe, comment est-ce que les choses devraient être organisées, mais aussi comment... L'interaction entre les classes. Puis c'est ça, si on veut, puis quand est-ce que c'est le temps de diviser nos classes, puis comment les diviser en plusieurs classes, si besoin est. C'est une grosse... ce processus-là là, de bien organiser nos classes, c'est un des gros facteurs qui influencent
la facilité qu'on a à travailler avec notre code, je pense. Là. Ouais. Perso, c'est ce que je constate. Fait que quand il parle de class organization, son premier intertitre, avec mon super accent, class organization, il parle de comment est-ce que les choses sont organisées à l'intérieur de la classe. Je ne sais pas si toi, tu avais déjà un concept de comment organiser les différents composantes d'une classe. Là. Donc, on parle de, des variables, des méthodes, puis toutes ces choses-là. Moi, avant la lecture de Clean Code. Avant la lecture de Clean Code, je te dirais que tout est influencé un peu par les coding conventions que j'avais eu à mon ancien emploi, puis aussi les petits projets personnels, etc. Mais au niveau du format, je suivais pas mal le coding convention que j'avais avant. Puis en C#, il n'y a pas vraiment de field. En fait, c'est pas vrai, il y en a, mais ils sont pas vraiment utilisés. Puis, on utilise plus les properties avec les getters, les setters. Mais il dit au début de son chapitre qu'il va parler vraiment d'un point de vue des standards de Java Convention. Puis moi, de mon côté, tu vois, c'est, mettons, je vais avec les standards C#, je crois. Puis là, encore là, je n'ai pas parlé avec assez de développeurs sur le marché. Moi, de la façon je les divise, c'est vraiment, je commence par les propriétés qui sont privées. Après ça, je tombe avec les propriétés qui sont publiques. Après ça, les différents constructeurs. Là, je vais parler, mettons, un peu avant d'avoir lu le Clean Code, je mettais toutes mes méthodes, mes fonctions publiques après le constructeur. Puis après ça, je finissais avec toutes mes fonctions privées un peu plus bas. Puis après avoir lu le Clean Code, puis en avoir parlé un peu en équipe et tout ça, on avait pas mal tombé avec le principe qu'il faudrait être capable de lire le code un peu comme un journal. Fait que de vraiment y aller, d'organiser les méthodes selon l'ordre dans laquelle elles sont écrites. Fait que si j'ai une méthode publique qui colle une méthode privée, ben la méthode privée qui suit devrait être la première. Puis après ça, si dans la méthode publique que je viens d'écrire, il y avait un autre call vers une autre méthode privée, ben ça va être la deuxième méthode privée juste en dessous de ma classe publique. Puis je te dirais, dernièrement, c'était pas mal ça. Là. Fait qu'en C#, vraiment, propriété privée, propriété publique, constructeur, méthode publique, puis après ça, une alternance des méthodes publiques privées en fonction de l'ordre dans lequel elles sont écrites. Oui, puis ça ressemble pas mal ce que tu viens de décrire à ce que lui suggère, qui a de l'air à présenter comme étant pas mal la convention en Java. Lui, ce qu'il dit, c'est que tu devrais commencer par tes variables. Et là, à l'intérieur de tes variables, dans le fond, tu commences avec tes statiques. Tes privés statiques en premier, ensuite tes instance variables. Ouais, c'est ça, tes instances privées. Puis là, il dit tu devrais rarement avoir besoin de variables. Tu devrais avoir vraiment une méchante bonne raison d'avoir une variable publique. Ouais. Ça, on va rentrer dans la encapsulation tantôt, puis on en a déjà parlé dans un autre chapitre aussi. Là. Fait que ça, c'est l'ordre pour ce qui est des variables. Après ça, tu tombes dans tes fonctions. Alors, lui commence avec les fonctions publiques, puis là, après ça, les fonctions privées, puis comme tu l'as décrit, là, tu sais, dans le fond, ta première fonction publique, si elle appelle des fonctions privées, ils sont tout de suite en dessous pour que tu puisses lire le code un peu comme un journal, là, comme tu disais. Là. Fait que ça ressemble pas mal à ce que tu as décrit, là, je pense. Là. La seule chose que tu n'avais pas dit, je pense que c'était juste les statiques. Ça se peut plus. Ouais, ben la grosse différence que ce qui m'a frappé quand j'ai lu le chapitre de Clean Code, c'est que justement, il parle que les méthodes publiques, les propriétés, excuse-moi, je vais aller même plus loin, les variables publiques, ça devrait pas exister. Contrairement à C#, on l'utilise assez, je te dirais régulièrement. Je sais pas si c'est une bonne pratique, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en Java, vu que ça n'existe pas, les setters puis les getters de propriétés, ils vont souvent se créer des get sets pour chacune des propriétés. Fait qu'ils se ramassent à les exposer, mais via tout plein de fonctions un peu plus bas, tu sais. Ouais, c'est pas mieux, ça, je pense, de faire ça. Ça
retrouves essentiellement à faire... Avec les interfaces, déjà là, tu te ramasses à pouvoir exposer ce que tu as le goût d'exposer. Fait que ça te donne, t'as plus l'obligation de montrer toutes tes variables, ou du moins. Effectivement. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que tu as un contrôle là-dessus là, en faisant ça. Fait qu'il parle... ah oui, il y a une chose que je voulais te demander. Lui, il n'en parle pas spécifiquement, puis c'est sûr que ça dépend des langages, parce qu'il y a bien des langages comme Java, comme C# et d'autres, où le constructeur, dans le fond, c'est une fonction généralement publique qui a le nom de la classe. Ouais. Elle n'est pas identifiée autrement que de cette façon-là. Puis j'ai vu un peu de tout, moi, pour ce qui est de l'endroit où le positionner, le constructeur, là. Toi, as-tu une préférence pour ça? Ben, le constructeur, j'avais tendance à toujours le mettre en dessous de toutes mes propriétés. Mm-hmm. Puis dernièrement, je te dirais, j'ai tombé, on a commencé à utiliser StyleCup, ça va faire peut-être 3-4 mois, puis il y a une des règles qu'il a fallu qu'on disable parce qu'on l'utilisait pas comme ça, qui était justement d'avoir le constructeur comme étant la première chose en haut de ton fichier. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai pogné une petite vibe dernièrement où je commençais à trouver ça clean de mettre le constructeur comme la première affaire dans ma classe. Mais je sais pas pour vrai là, c'est peut-être juste de la fantaisie momentanée là. Honnêtement, ben, tu sais, l'important, c'est que tu aies une convention, que le monde ne se cherche pas, puis qu'il y a une certaine logique. Mais je pense que StyleCup, lui, ce qu'il demandait, c'est de mettre toutes tes propriétés privées, ton constructeur, puis tes propriétés publiques après le constructeur. Quelque chose du genre, là. OK, ouais, OK, ben ça ressemble un peu à ce que j'aurais tendance à faire moi aussi. Puis je pense que ça concorde un peu avec ce que lui disait, parce qu'en réalité, quand on parle des properties là, versus les fields, c'est essentiellement des fonctions. Right? Tes getters, Ouais, ben, setters, une syntaxe un peu syntaxe différente, mais sugar. c'est Oui. ça. Mais c'est essentiellement une méthode qui te retourne le contenu d'une variable, d'une instance variable ou un field, appelle-le comme tu veux. Là. Fait que c'est pas fou là, de les mettre avec... Il y a une logique de les mettre avec les autres fonctions ou méthodes publiques. Là. Fait que dans ce sens-là, oui, ça fait du sens. Tu commences avec tes privés en haut. Tu mets ton constructeur. Après ça, tu mets ton constructeur peut être considéré comme comme ta première fonction publique que tu mets dans le fond. Puis après ça, tu mets tes getters puis tes setters qui sont des fonctions publiques aussi. Puis là, qu'est-ce que tu ferais avec tes constructeurs privés? Tu les mettrais où? Ben, les méthodes privées, on les met en dessous des instance variables, dans le fond. Ils sont considérés comme d'autres fonctions. Dans le fond, si tu y vas avec ça, là, si tu dis un getter, un setter, c'est une fonction, mettons. Cool. Fait qu'à ce moment-là, tu les traites comme les autres. En tout cas, il y a une logique à le faire. Là. Il peut y avoir d'autres façons de voir ça. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai tendance à faire, je te dis. Je pense, règle générale, l'objectif de ça, c'est que, tu sais, quand tu veux lire du code parce que tu as de la maintenance à faire, tu veux avoir le moins possible à seeker là, avec ta souris de haut en bas dans le fichier puis digonner. Fait que souvent, tu veux voir comment il est construit, c'est quoi ses variables. Après ça, tu descends, tu veux voir un peu la logique. Fait que tu sais, le but, c'est de partir d'en haut du fichier puis de le lire tranquillement en descendant sans avoir à back and forth en haut, en bas, en haut, en bas. Exact. Je suis d'accord avec ça. Puis dans le meilleur des mondes, que ça s'affiche dans un écran. Ah oui, ça, puis regarde, avec ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, on va voir que ça devrait être généralement le cas. Puis là aussi, on répond peut-être un peu à, tu sais, parce que là, on s'imagine, mettons, une classe, OK, là, j'ai plein d'instances, mettons, là, pour reprendre, je pense, les termes un peu plus là, de C# ou de Java, j'ai plein de fields, certains sont privés, j'en ai peut-être des publics, là, j'ai plein de getters et de setters des properties là, puis là même après ça j'ai des fonctions privées, puis là tu t'imagines comment est-ce mais l'affaire c'est qu'en réalité si tu suis les principes qu'on va voir dans les quelques minutes qui suivent là, ta classe devrait avoir 1, 2, 3 fields privés, ton constructeur,
une, deux méthodes publiques, Ouais. deux méthodes privées, puis that's it. Ouais, non, c'est ça. Souvent, en tout cas, là, il y a toujours des exceptions, là, mais moi, de ce que j'ai compris de ce qui s'en vient, là, tes classes vont ils vont commencer à ressembler à ça, là, si tu mets des principes Ouais. en Puis je te pratique. dirais, tu sais, tantôt quand on commençait, je te disais, je te disais que c'est peut-être le chapitre qui m'a brimé un peu. C'est justement ça, mais je pense que c'est pas je me suis pas fait brimer beaucoup là, juste un peu. Mais je pense que c'est là que tu vois où est-ce qu'il y a une transition entre la programmation amateur puis de la programmation professionnelle. C'est là où tu commences à dire hey, ce code-là, là, je vais avoir à le maintenir longtemps. Je peux-tu me rendre service et à moi et à mes collègues d'être capable de la relire, cette maudite classe-là? Écoute, tellement, là, tellement. Fait que moi, juste pour clore là, cette petite section-là, si je travaille beaucoup en TypeScript aussi, là, en plus de C#. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux langages aussi. Java aussi d'ailleurs, mais en TypeScript, le constructeur, lui, il a le nom constructeur, le constructor. Puis t'as aussi les getters et les setters, même si la syntaxe est différente de celle de C#. Puis moi aussi, au cours des dernières années, je me suis promené entre mettre les getters, setters en haut du constructeur, en dessous du code, tu sais, puis ça vient un peu de mettre une ligne. Ouais, c'est ça. Mais là, je te dirais que j'ai pas mal dans l'idée de faire comme je pense que tu l'as décrit aussi, c'est de mettre les fields, les instance variables en haut de ton constructeur. Généralement, ils vont être privés. Après ça, si tu as des getters et des setters, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, je les mets habituellement en dessous de mon constructeur. Puis je pense de faire ça comme ça vient aussi marquer une délimitation toi-même en tant que développeur, au lieu d'avoir un bunch d'affaires pognées en haut au-dessus du constructeur, t'es en train de tout le temps de te poser la question, je le mets-tu en haut du constructeur, je le mets en dessous du constructeur, s'il est en haut, il devrait être privé, s'il est en bas, tu sais, fait que il y a une affaire là que la réflexion. Yes, c'est ça. Il y a une affaire là que je trouve que TypeScript a fait comme design decision que je trouve merveilleuse, puis je comprends pas pourquoi. Il y a peut-être d'autres langages, là, puis même qui sont inspirés d'un autre langage, je sais pas. Mais je l'ai pas vu encore dans d'autres langages, puis moi, je trouve ça brillant. Tes paramètres de constructeur. Si tu peux déclarer direct dedans ton constructeur qui sont soit publics ou privés. Fait essentiellement, ce que tu fais d'un seul coup, tu es en train d'accepter un paramètre dans ton constructeur, mais en même temps, tu déclares et tu assignes cette valeur-là tout de suite à un instance variable. Ouais. Mais t'es pas obligé de... Tu sais, habituellement, tu ferais, OK, j'ai mon paramètre qui s'appelle bidule. Là, dans mon constructeur, dans le corps de mon constructeur, oui, puis avant ça, il aurait fallu que je fasse un private barre en dessous bidule, mettons, là, pour de type bidule. Puis là, après ça, dans le corps de mon constructeur, je ferais 10 point barre en dessous bidule est égal à bidule. Tu sais, tu as tout ce setup-là qu'il faut que tu fasses quand, dans le fond, tu pourrais juste, en TypeScript, tu peux juste faire ça. Private, bidule. That's it, dans ton paramètre. Je t'annonce officiellement qu'en Flutter, avec le langage Dart, c'est la même affaire. OK, cool. Ouais, c'est vrai. Moi, pour vrai, quand j'ai vu ça, j'étais comme, wow, c'est tellement le fun. Puis, je sais pas s'il l'a aussi en TypeScript, mais tu as deux façons de le faire. Tu peux le mettre entre bracket ou pas. C'est-tu bracket? Que le genre de petite wave là, que tu mets pour ouvrir un scope? Ils disent en anglais, je pense que c'est braces? Non, c'est pas braces. Curly braces. Curly braces, c'est ça, parce que c'est des braces curly. Ouais, non, c'est ça. Si tu les mets, ils deviennent optionnels. Si tu les mets pas, ils sont obligatoires. Fait que tu peux avoir des constructeurs où tu es obligé d'avoir les 4 propriétés de setter. Puis en Flutter, dans le langage Dart, si tu as les curly braces,
il faut que tu le nommes. Fait que tu utilises le constructeur, puis là, tu écris, mettons, il y avait une des arguments du constructeur qui était Allo. Ben là, tu dois écrire Allo, 2 points, la valeur. Mais t'es pas obligé de toutes les assigner. Fait que c'est comme toutes des paramètres optionnels. Puis à l'intérieur du code, t'as justement pas à faire la pirouette de mettre tes propriétés en haut ou en bas, puis de faire le 10 points. C'est une propriété de cet objet-là. T'as la même chose en TypeScript, c'est pas la même syntaxe, mais comme dans le fond, le constructeur est traité un peu comme n'importe quelle autre fonction, puis dans TypeScript, tu peux avoir des paramètres qui sont optionnels ou avec des valeurs par défaut. Fait que tu peux faire exactement la même chose en constructeur. Fait que pour optionnel, tu fais juste mettre un point d'interrogation après le nom de ton paramètre. Puis si tu veux une valeur par défaut, tu fais juste égal, puis tu mets ta valeur. La valeur. Puis fait que là, à ce moment-là, le paramètre devient optionnel, mais il va être assigné. J'ai l'impression que c'est une question de temps avant que ça vienne en C# / Java. Je vois tellement aucun inconvénient à ce genre de syntaxe-là, puis je trouve ça tellement agréable. Je sais pas pourquoi c'est en pas... partant, moi, je pense que les seules personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec cette syntaxe-là, c'est ceux qui aiment ça avoir 14 000 properties dans leur classe, et en partant, c'est une mauvaise pratique. Ouais, fait que c'est ça. En tout cas, ça sera à voir, parce que souvent, en fait, de plus en plus, moi, je constate là, que les langages, ils empruntent rapidement les uns des autres. Là. Il y a des... Même que je me demande si on ne va pas se ramasser avec juste un langage de programmation à un moment donné, parce que tout le monde emprunte de tout le monde, parce que quand tu vois quelque chose qui est bon et qui est le fun, mais tu veux l'amener dans l'autre langage avec lequel tu travailles. Fait que là, ça va peut-être s'uniformiser. Ça, je sais pas. Je pense que ça peut prendre un bout encore. Ouais. Je pensais pas que ça se ferait l'année prochaine, là, mais bon. Mais c'est clair, tu sais, ça s'appelle l'évolution. Non, la survie. La survie. Ouais, c'est l'évolution, en tout cas, peu importe. La prochaine section, c'est encapsulation. Il en parle pas beaucoup, mais essentiellement ce qu'il dit. Puis moi, je trouve ça bien parce que il y en a qui sont... tu sais, t'as comme t'as plus que 2 écoles de pensée, mais t'en as 2 principales. Il y en a une que c'est comme super strict. C'est comme, tu devrais jamais exposer aucune variable. Tout devrait être public. Puis ça, fait que ça, c'en est une. L'autre, c'est comme un petit peu plus hippie. Wouh, on met tout public, puis advienne que pourra. Étrangement, parce que Uncle Bob est assez, des fois, dogmatique dans cette affaire-là. Lui, il dit que il est ouvert à l'idée de mettre une variable protected ou de mettre son scope là, comme l'ouvrir dans le package pour pouvoir la tester, pour pouvoir faire des tests plus facilement. Mais il dit, il finit en disant « Loosening encapsulation is always a last resort ». Fait que vraiment, tu devrais toujours essayer d'avoir le plus d'encapsulation possible dans tes classes, sauf exception. Puis encore là, dans quel cas, mettons, tu fais un test, tu voudrais avoir accès à la variable. Normalement, il me semble ton test unitaire, le but, c'est justement d'abstraire le comment puis de t'intéresser seulement au résultat, non? Ben, l'affaire, c'est que des fois, le résultat, c'est le changement d'une variable dans ta classe. Right. Tu peux appeler une méthode qui est publique, mais la méthode publique a comme effet d'updater le state de la classe comme telle, d'aller changer des valeurs dans... Je comprends. Fait qu'il se crée un genre de mock de l'objet pour aller avoir accès aux protected fields, mais il colle quand même les super... J'imagine, c'est ce que je me suis comme un peu imaginé dans ma tête. Il va pas dans le détail pour expliquer, mais s'il parle de le mettre protected, c'est ça que je me dis. Mettons, règle générale, je te dirais que dans tous les tests que j'ai eu à faire, j'ai pas eu vraiment à checker ça. Là. Il y a rien qui dit. Ça semble être une exception aussi, là, que lui dit. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose. En dernier recours. Oui, c'est ça. Puis encore là, hein, il dit il est prêt à mettre de quoi comme protected ou de l'ouvrir dans le package, mais pas à le mettre public at large non plus. Non, là, fait que, fait que ça, c'est pour ce qui est de l'encapsulation. Maintenant, on rentre dans une section intéressante. Oui, c'est ça, exact, le croquant. Classes should be small. Les classes doivent être petites. On a vu ce contexte, pas ce contexte, mais ce concept-là avec les fonctions.
Là, on applique la même idée avec les classes, sauf que la façon de déterminer ce que petit est différente là, dans le contexte d'une fonction ou d'une classe. Dans le contexte d'une fonction, on va y aller un peu avec le nombre de lignes, si on veut. Là, la longueur réelle physique là, de notre fonction. Dans le contexte des classes, il dit qu'on compte les responsabilités. Ouais. Avais-tu déjà rencontré ce concept-là? J'avais jamais entendu parler de ça, puis ça faisait tellement de sens, mais j'avais l'impression que ce que je trouvais drôle, c'est qu'il disait on compte les responsabilités, mais ça sous-entend que ça doit faire une affaire. Ben, c'est là où ça, c'est intéressant que tu dis ça, parce que on utilise souvent cette façon-là simplifiée d'expliquer le SRP, là, le Single Responsibility Principle dans les Solid Principles. Mais en réalité, c'est la même chose. Souvent, de dire que une classe ou une fonction a qu'une seule responsabilité, c'est la même chose que de dire qu'elle fait une seule chose. Mais pas obligatoirement. Surtout là, quand tu tombes au niveau d'une classe. Au niveau des fonctions, oui, là, mais au niveau d'une classe, c'est possible qu'une classe fasse un petit peu plus qu'une chose, qu'elle fasse plus qu'une chose, mais qu'elle ait tout de même une seule responsabilité. Non, je pense que la définition qu'ils utilisent là, pour l'histoire du single responsabilité. La cohésion, c'est ça? Non, ça, c'est plus tard? C'est ça, oui. Puis ça a plus rapport avec... ça a rapport avec ce principe-là aussi. On va en parler dans pas long. Mais juste pour définir un peu la notion de responsabilité, là, ce qu'on utilise pour déterminer ça, c'est qu'une classe devrait avoir qu'une seule raison de changer. Mm-hmm. C'est là où tu sais aussi si ta classe a plus qu'une responsabilité ou non. Qu'est-ce qu'on entend, d'après ce que toi tu as compris là, dans ta lecture, de raison de changer? Ben, je pense que c'est au niveau de l'implémentation. Ça serait justement d'imaginer les cas qui pourraient changer. Sincèrement, j'ai pas d'idée précise de ça. C'est ça, t'es en plein dans le mille. En réalité, c'est que naturellement, ta classe, tu l'écris pas dans le vide, là, hein, dans un vacuum, comme on dit. Elle va être, il y a d'autres parties de ton code qui vont interagir avec. Elle va être injectée probablement dans un constructeur à quelque part. Il y a un client, là, il y a une autre classe qui va l'appeler, qui va appeler les méthodes publiques qui sont sur cette fonction-là, sur cette classe-là. Ben, tu devrais avoir qu'un seul type de changement qui ferait que tu serais obligé de venir changer de quoi dans cette classe-là, essentiellement. Si, en changeant quelque chose dans le module A, en changeant quelque chose de différent, complètement pas rapport dans le module B, ou en changeant quelque chose dans le module C, ça t'oblige à chacune de ces changements-là de venir changer quelque chose dans cette classe-là, parce qu'elle a trop de responsabilités. Elle s'occupe de trop de choses différentes. Alors, c'est possible qu'elle ait une seule responsabilité, que ce soit une classe qui est utilisée seulement par le module A, qui lui traite les employés, mettons, mais que ta classe a fait deux choses, elle fait leur paye, puis elle fait quelque chose qui est relié à la paye, puis tu pourrais dire que c'est encore dans le Single Responsibility Principle. C'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai en général, je pense que les deux concepts se retrouvent souvent être la même chose. Si ta classe fait plus qu'une chose, souvent elle a plus qu'une responsabilité. Puis moi, ce qui m'avait fait rire de ce chapitre-là, c'est pile les premières deux phrases. Pour qu'une classe soit petite, il y a deux règles. La première, c'est qu'elle doit être petite. Puis la deuxième, c'est qu'elle doit être encore plus petite. C'est ça. Plus petite que ça. Smaller than that. Fait que dans le fond, c'est comme ce qui est en train de te dire, c'est ce que tu venais de t'imaginer là, comme étant une petite classe, pas encore assez petit. Vois plus petit que ça. Habituellement, on est supposé de voir grand, ben là, il faut voir petit. Mais c'est ça. Puis dans le fond, là, écoute, tu le vois par les exemples qu'il te donne. Là. Ah non, mais l'exemple qu'il donnait hier, j'étais comme, même moi, je sais même pas si j'ai déjà vu
Une classe avec autant de méthodes dessus. Ben, en fait, c'est-tu les méthodes? Ah non, c'est ça, c'est vraiment C'est juste plein des de signatures de méthodes. méthodes, il doit Ouais, en c'est avoir ça. 42, là. Ouais, une affaire de fou. Fait que là, c'est sûr que tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est trop. Mais là, il donne un autre exemple. Attends Ouais, une puis là, minute. ça commence à être... Mais son autre exemple est aussi trop gros, même s'il est beaucoup plus petit. Parce que, justement, là, tu es rendu avec 5 méthodes plutôt que 40, là. Mais c'est des méthodes qui clairement laissent entendre que la classe a plus qu'une responsabilité. Fait que même là, c'est trop gros. C'est trop gros parce que il y a plus qu'une raison de changer. C'est ça, exactement. Exactement. Puis quand même, on s'entend qu'une classe avec 5 méthodes, à moins que tes méthodes, 5 méthodes publiques, là. Donc ça, il y Ah a ouais. sûrement des méthodes privées qui sont en dessous de ça. C'est pas une petite classe, probablement, là. Même si Mm. tu fais attention d'avoir des fonctions qui ont pas plus que, mettons, 5, 6, 7 lignes, là. C'est pas Lui, une il dit huge qu'il y a class. des mots qu'il faut faire attention. Quand tu nommes ta classe avec ces mots-là, Ah il y a- oui. à part de ces mots-là, toi, t'en avais-tu des mots que t'essayais de freer comme la peste? Fait que ouais, c'est bon ça. Ceux qui donnent comme exemple, là, c'est processor, manager, super, qui sont des indices là, que dans le fond, tu as plus qu'une responsabilité, tu fais trop de choses. Ben, controller pourrait être ajouté aussi, Ouais. même si à cause de frameworks comme ASP.NET, euh, on est venu à avoir une chose bien précise là, quand on pense à un controller, mais en réalité, les gens utilisent aussi le mot controller à toutes les sauces pour vouloir dire une classe qui fait quelque chose. Moi, des Dans- fois, j'ai peur aussi des classes qui ont le mot base dedans. Mettons, le je sais pas quoi base, whatever. C'est comme ouais. une façon un peu détournée de dire je vais mettre toute ma base de logique là-dedans, puis après ça, je vais hériter de ça, mais c'est comme je le vois un peu comme un cul-de-sac, là. C'est comme Ouais. Écoute, c'est moi, facile de tomber dans un piège avec ça. t'avoue que pour ça, tu sais, je l'ai vu. Moi, je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'ai été tenté de faire ça parce que, puis je pense que ça doit être de moins en moins fréquent, ça. De un, les langages dans lesquels je programme ont la notion d'une abstract class. Ouais. Fait que, bon, ça définit déjà que, tu sais, quand tu te fais une base class, en tout cas, je pense, quand tu te fais une base class dans ces langages-là, ça fait juste du sens de te faire une abstract class plutôt que juste une classe, là. En tout cas, ça l'exprime, je pense, mieux, là, le intent, si on veut. Ouais. De deux, les programmeurs dans on va dire les 20 dernières années, même si on fait du OOP, là, on s'est fait driller dans la tête que on devrait favor composition over inheritance. Fait que moi, perso, puis je le vois aussi, je pense, autour de moi, on fait de gros efforts pour éviter euh, de, d'utiliser beaucoup le subclassing, dans le fond. Ouais. Puis Ben, moi, je me préférer la rappelle quand j'ai différenciation. commencé, il me semble que c'était quelque chose qu'on recherchait Mhm. plus par euh, gymnastique mentale, plus de dire comment je suis capable d'abstraire mes affaires puis de regrouper des concepts. C'était comme quasiment recherché. Euh, justement, tu sais, quand tu commences à faire du OO, tu finis par te dire ah mon Dieu, ok, comment je pourrais utiliser le polymorphisme, C'est puis ça, ouais. là ici je pourrais avoir un abstract méthode qui va être implémentée par mes bases, puis là maintenant, tu tombes dans des cas où c'était comme aïe, c'est rendu ben trop compliqué. Non, regarde, c'est deux affaires différentes. OK, oui, ils ont des noms ou deux, trois propriétés qui se ressemblent. Des fois, on va se faire une petite interface par-dessus ça juste pour justement grouper ces affaires-là, mais c'est l'inverse. Tu veux découpler le plus possible les dépendances. Tu veux pas te ramasser qu'à un moment donné, tu fais, ben là, pour lui, je vais me ramasser à pas implémenter la méthode parce que lui, finalement, il en a pas de besoin. Puis, C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment ça. Fait que,
pas que ça devrait jamais être utilisé, mais je pense que tu te mets souvent ça va dans le faire trouble attention, ouais. quand tu commences à avoir tout comme des canards qui peuvent être des différents types de canards, puis des, tu sais, Peut-être qu'en game dev, c'est plus ben, utile d'avoir ce genre de dépendance-là. même plus, tu vois, ça a été le cas tu sais, dans les années 80-90, c'était ça qui était poussé. Puis pas juste en game dev, là, je pense en progrès de façon générale, mais depuis un bon bout, maintenant, c'est la composition qu'utilisait. C'est vrai, On le jasait tantôt ACS. Ouais. c'est ça, le système de ACS. Puis ça, c'est un Entity Component System. Mais même ce qui était utilisé, fait que ça, on peut dire que c'est comme la troisième génération là, d'architecture de Game Engine. Celle qui était juste avant était quand même beaucoup utilisée. Il utilisait quand même des components. C'était le concept des systèmes, là, fait qui était pas tout le temps présent, mais c'était quand même des components. Fait que tes game objects c'était quand même par composition, là, la gestion du son, la gestion de ci, la gestion de ça, plutôt que subclassing a pu finir, là. Fait que, parce que en utilisant une composition, tu finis par être capable d'un peu, si je peux utiliser ce langage-là, là, d'utiliser des tags, de que cet objet-là, il peut faire tel type d'affaires, versus de dire, OK, parce que je me rappelle quand j'avais commencé, puis je faisais un peu de game dev pour le fun, je me rappelle qu'à un moment donné, je me ramasse, OK, bon, je vais avoir les objets statiques, les entités statiques, les entités non statiques. Là, après ça, dans les entités statiques, il va y avoir les ennemis, il va y avoir les gentils. À un moment donné, tu te rends compte, ah ouais, attends, mais là, j'ai un gentil statique, puis un méchant dynamique, puis là, tu fais, ah shit, ma structure tient plus à la route, tout est cassé. Fait que ça devient tellement dur de faire un changement, justement, pendant qu'il peut y avoir plus d'une raison pourquoi il peut y avoir un changement. En fait, tu multiplies les raisons pourquoi il peut y avoir des changements. Fait que finalement, tu rends la gestion de tout ça quasiment impossible. ouais. Puis quand on y pense, on est en train de parler du Single Responsibility Principle. Ben là, mettons, tu as une classe méchant, ton méchant, là. Mais dans cette classe-là, tu es obligé de gérer comment est-ce que le méchant il est render on screen, comment est-ce que le son est fait, comment est-ce que ça n'a pas rapport, là, tu sais, ton objet méchant, tu devrais t'occuper juste de la logique. D'être méchant. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, comment est-ce qu'il varge sur quelqu'un, tu sais. Le reste, là, c'est pas sa responsabilité à l'objet, là, de savoir comment est-ce qu'il est supposé d'apparaître sur tel type d'écran ou comment est-ce que le son devrait sortir de quel speaker, puis on comprend l'idée, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a une certaine logique à utiliser la composition plutôt que le inheritance. Fait que ça, c'était le Single Responsibility Principle par rapport à garder les classes petites. J'avais noté quelque chose d'autre d'intéressant. Ouais, OK. Ça, c'est un concept que c'est venu me chercher un peu. Là. Je vais le lire en anglais, puis on en jasera. Il dit « Getting software to work and making software clean are two very different activities. Most of us have limited room in our heads, so we focus on getting our code to work more than organization and cleanliness. This is wholly appropriate. Maintaining a separation of concerns is just as important in our programming activities as it is in our programs. » Mais là, il continue pour dire que le problème, c'est parce qu'on revient pas par la suite. On switch pas d'activité. Ouais, non, exactement. Tu vois, moi, je m'étais, dans mes notes, là, pour ce chapitre-là, je m'étais marqué juste la phrase après où ce que tu as arrêté. The problem is that too many of us think that we are done when the programs work. C'est ça. Puis ça, c'est tellement vrai parce que quand on commence en programmation, notre focus, c'est juste ça marche. On oublie la maudite point-virgule, ça compile pas, on cherche pendant des heures, à un moment donné, on finit par être bon pour justement détecter tout ce genre de petites affaires-là qui accrochent, puis de faire des programmes qui fonctionnent. Puis souvent, on est en mode practicing, là, fait que là, on jette, on crée, on jette, on crée, on jette, on crée, on jette, puis c'est pas grave, puis ship ça dans le garbage. Mais quand tu fais ça de façon professionnelle, tu as besoin de les maintenir. Puis ton mindset doit complètement changer. Tu dois pas juste penser à faire marcher ton programme parce que ton programme,
il va y avoir des besoins qui vont évoluer, le client va changer d'idée, il va avoir des contextes. Juste, on parle de la COVID, on a un client qui vient nous faire sprinter pendant une semaine complète, justement pour s'adapter, adapter le programme au contexte de la COVID. Est-ce que le changement a été facile? Non, parce que crime, c'est des, tu sais, pourquoi le logiciel pourrait changer? Ben, cette raison-là est clairement pas sortie au moment où on l'avait implémenté, mais là, il fallait quand même changer. Fait, tu sais, je pense que par nature, l'humain évolue vite, puis il change vite. Fait qu'il faut qu'on prenne le temps de rendre notre code clean une fois qu'on l'a terminé, de pas juste l'écrire pour qu'il marche, mais l'écrire pour qu'il soit maintenable, relisable, etc. Puis, tu sais, je pense que c'est dans un des premiers chapitres, il parle justement que au début, il fait un premier jet, il écrit tout son code, puis là, il peut avoir des espèces de grosses classes, puis des noms à coucher dehors, puis tout ça. Mais il va tout le temps repasser par la suite pour cleaner ça, donner des bons noms, séparer en petites méthodes, organiser ses affaires, etc. Parce qu'il y a clairement comme une différence entre sortir la créativité de ta tête, mais après ça, de l'ordonner puis de l'organiser pour qu'il soit maintenable. Puis je pense que c'est là qu'il peut y avoir un déclic de beaucoup de développeurs de dire, OK, ben, j'ai pas terminé quand ça marche, j'ai terminé quand j'ai refait le tour puis que je suis rendu avec des petites classes, des petites fonctions qui sont bien organisées, qui ont un seul principe, le même niveau d'abstraction. Il y a bien, en fait, là, il y a bien des choses qu'on doit se dire après que ça marche. Oui, absolument. Puis qui peuvent même possiblement nous prendre autant de temps, ouais. Peut-être même plus que la partie de faire que ça marche. Ouais. Ouais, puis c'est là où que, des fois on a de la difficulté. Là. La seule endroit, je te dirais que je pourrais peut-être comprendre pourquoi tu t'arrêtes à quand ça marche, c'est si tu as été engagé par ton client pour faire une preuve de concept. Mm-hmm. Tu veux juste dire, OK, il y a un risque X, Y, Z dans cette partie-là du logiciel. On va aller éliminer ce risque-là tout de suite en allant faire une preuve de concept. Tu arrives à la fin de ta preuve de concept, tu te dis, cool, ça marche, le projet est viable, on peut aller de l'avant. Mais si ton client dit, c'est cool, cette section-là est faite, on peut continuer sur ce qu'on a fait, oublie ça! C'est une section qui est probablement codée comme la pire, désolé, merde que t'as jamais vu de ta vie, là. C'est clairement pas une base de code à commencer dessus, là. Non, c'est ça. Quand tu fais un prototype ou une preuve de concept, c'est ça. Si tu pars avec l'idée que c'est du code qui va être à jeter, puis ton but, c'est pas de faire du code maintenable, c'est vraiment juste d'aller prouver que c'est possible de développer tel type de feature ou d'utiliser telle technologie dans ce contexte-là. Tu veux te rendre à cette conclusion-là le plus rapidement possible, à un oui ou à un non. Tu sais, c'est ça qui est ton objectif. Ouais. C'est dangereux, comme tu dis, c'est dangereux parce que là, ton client est comme alors, tu l'as déjà fait, comment non? mais je pense que l'argument, je pense, qui est facile à vendre quand même après ça, c'est de dire non, ce qu'on va réutiliser, c'est pas le code. Ce qu'on va réutiliser, c'est le knowledge qu'on a ressorti de ça. Ouais. Fait que maintenant qu'on va le faire bien, on va le faire bien plus vite que si on l'avait fait bien la première fois. T'sais. Exactement. Ouais. Toujours dans la même petite section, là, il poursuit en disant qu'il y a des développeurs qui ont une certaine réticence à l'idée là, du Single Responsibility Principle, découper tes classes dans des petites classes, parce que nécessairement, quand tu fais ça, tu te ramasses avec plus de classes dans ton logiciel, dans ton code, ouais. C'est sûr et certain. Puis il y en a qui ont peur, qui vont être obligés de se promener plus dans le code puis d'un fichier pour comprendre qu'est-ce qui se passe là, tu sais. C'est intéressant parce que lui il dit écoute, il dit un système, tu sais comme si tu développes une application là qui est assez large là, qui fait plus qu'une couple de petites choses, ça va être complexe là. Tu t'en sors pas de ça. C'est un système avec des interactions.
Il y a plusieurs parties qui On sont s'entend que connectées à si d'autres c'était parties. pas complexe, personne te le ferait développer. C'est ça, probablement, en tout cas. Fait qu'il dit, dans le fond, là, c'est juste que tu as le choix. Tu peux choisir. Comment est-ce qu'il dit ça en anglais? Il dit, OK, c'est ça. However, a system with many small classes has no more moving parts than a system with few large classes. Donc, un système avec plusieurs petites classes n'a pas plus de pièces en mouvement qu'un système avec des grosses classes. There is just as much to learn in the system with a few large classes. C'est aussi dur d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ou en tout cas, t'en as autant à apprendre quand tu as des grosses classes, mais peu de classes, que quand tu as des petites classes qui font juste des choses différentes. C'est juste que dans un, tu te promènes entre des fonctions qui sont toutes dans la même classe, perdues dans la même classe. L'autre, tu te promènes d'un fichier à l'autre normalement, Ouais, là, puis entre tu tes vois, classes. quand j'ai commencé le chapitre, puis il parlait justement des petites classes, tout ça, c'était probablement le point qui m'accrochait le plus, mais il l'a tellement bien défendu quand il a parlé de ça que j'ai adhéré automatiquement. Je me disais justement, ben oui, effectivement, ça va être complexe. Puis moi, la quote qui m'a vraiment fait switcher, c'est quand il dit Many small class has no more moving parts than a system with large classes. Grosso modo, inquiète-toi pas, c'est pas parce que c'est des petites classes que ça va plus être malléable, que ça va être plus facile de changer. Ça va être la même complexité au niveau de la maintenance. La seule différence, c'est crime, tu vas être capable de les lire, tes classes, puis tu vas être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Ça fait pas du système quelque chose de moins robuste qui est plus difficile à maintenir. Premièrement, puis deuxièmement, même, je dirais le contraire. Ben effectivement, ça va être plus facile de lire des petites classes, puis de justement, si ça plante à un endroit où ça bug ou tu as un changement à faire, tu n'auras pas à lire 400 lignes de code pour comprendre qui est où ton changement. Tu vas finir par cerner, c'est dans cette classe-là. Puis là, tu vas être capable de comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Puis justement, en implémentant ton changement, tu vas finir par te dire que attends, est-ce que je viens de faire en sorte que cette classe-là maintenant a deux principes? Peut-être ça va te forcer à en créer une autre classe de plus, ou etc. Puis ça va jamais rendre ça plus complexe. Au contraire, ça va être plus simple. De toute façon, on va s'entendre là, on code pas dans notre pad là. On a un IDE qui nous permet de naviguer rapidement entre les trucs. Fait que tu risques probablement de naviguer moins parce que tu vas rentrer juste dans les classes qui t'intéressent. Puis quand tu vas tomber dans le spot qui t'intéresse, tu vas en avoir moins à lire aussi. Oui, c'est sûr que là, il y en a peut-être qui se disent c'est quand tu commences à déboguer que tu te promènes peut-être entre tes classes là, puis les différents fichiers un peu plus, ça jump plus d'une place à l'autre. Mais si ton code est écrit clean, tu vas avoir moins de bugs. Puis moins besoin d'aller dans le debugger, tu sais, même si tu as le debugger, moi j'aurais tendance à dire que rendu là, c'est plus des skills en debugging qui auraient à travailler parce que si chacune de tes classes puis tes fonctions ont un niveau d'abstraction puis que tu respectes tes niveaux d'abstraction, théoriquement, si tu utilises justement de jumper par-dessus la fonction sans nécessairement rentrer deep down dedans, puis que tu as appris les bonnes techniques de debugging, probablement que tu n'iras pas mettre tes breakpoints à 8 niveaux d'abstraction. Tu vas commencer par mettre aussi tes breakpoints au même niveau d'abstraction. Tu vas naviguer à ce niveau d'abstraction-là. De temps en temps, tu vas peut-être creuser dans une méthode, mais tu vas pas aller te mettre des breakpoints parce que tu sais que tu as des breakpoints à un autre niveau d'abstraction. Fait que rendu là, je pense que c'est plus des skills en debugging que ça prend plus que de se dire je vais faire des classes de 400 lignes, c'est plus facile à débugger. Bon point. Puis en même temps, moi je pense que si tu nommes bien tes classes puis tu organises ça comme il faut avec des bons dossiers qui sont bien nommés aussi, ça va être, je pense, plus facile de retrouver où sont les choses que dans quelques grosses classes de 400, 500, 600, 800 lignes. Si tu te rappelles du chapitre 2 ou 3, le naming, une des choses qu'il dit, c'est aussi d'essayer que les noms que tu utilises, ce ne soient pas des noms trop similaires. De string, de list of string, blablabla, puis de, je sais pas moi, de display of string, blablabla. On dirait que la classe, elle a quasiment le même nom à genre un mot près. Fait que si tu respectes
la règle du naming du chapitre 2, tu seras pas mélangé là, dans tes classes. Là. Chacune de tes classes vont dire ce qu'ils ont à dire. Pour illustrer ce concept-là, là, pour ce qui est d'avoir plusieurs petites classes versus pas beaucoup de classes, mais qui sont plus grosses, il donne l'exemple de toolbox. Do you want your tools organized into toolboxes with many small drawers, each containing well-defined and well-labeled components, or do you want a few drawers that you just toss everything into? Ça, c'est une bonne image. Tu sais, mettons, t'es dans ton atelier, là, t'as plein d'outils, t'as différents choix là, pour organiser ça. Tu peux avoir 4 gros bins, là. Il y en a un qui est labellé outils en métal, l'autre est labellé outils en bois, puis l'autre tu comprends, puis là tu dompes tout ce qui est en métal dans un des outils, tout ce qui est. Ben là, après ça, tu sais, tandis que l'autre, tu peux avoir plusieurs toolbox qui ont plein de petits compartiments, tu as un label pour chacun. Oui, OK, c'est vrai que ça fait plus de cases à regarder, mais il y a pas mal plus de chances que tu vas te ramasser à la bonne place. Du premier coup, tu sais. Moi, je suis pas mal sûr que si tu vas à ton garagiste puis qu'il y a un bac écrit outils en métal, il y a des bonnes chances que tu ne retournes pas là. Bon, c'est un exemple extrême un peu, là, mais on comprend l'idée. Outils en métal. Le gars, il a 2 dents dans la bouche puis il te regarde les yeux croches. Ben oui, moi, je sais comment organiser mes affaires. Outils en rubber, outils en métal, outils en bois. C'est juste ça. C'est pas organisé par qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est un peu ça, des fois, qui se ramassent quand on... Parce que ça, dans le fond, on vient de passer à quelque chose, là, mais c'est vrai. Là. Souvent, quand tu te ramasses avec ces genres de classes-là, là, de 600 à 1000 lignes, là, ben, c'est parce qu'ils sont organisés pas autour de ce qu'ils font, mais autour de leur nature. Qu'est-ce qu'ils sont? De leur nature. Au lieu de ce qu'ils font, c'est de ce qu'ils sont. Fait que, tu sais, mettons un bin en métal versus les marteaux ensemble. C'est ça, exactement. T'sais? Fait que les marteaux, c'est comme les besoins, c'est qu'est-ce que t'as, les features. Puis leur nature, c'est une interface. OK, je vais dropper toutes les interfaces ensemble ou je vais dire, OK, ben là, c'est du invoicing, fait que je vais mettre mes affaires qui sont en lien avec l'invoicing ensemble. T'sais. De penser en module et en component au lieu de penser en classe, interface, factory, builder. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que on arrive là à la cohésion. Parce que la question, c'est, OK, on a compris, là, il faut des petites classes qui font juste une chose ou qui ont une seule responsabilité. Mais comment tu détectes que ta classe est rendue trop grosse? Comment tu détectes que elle a peut-être plus qu'une responsabilité ou qu'il serait peut-être temps là qu'il y ait une autre classe qui sorte. Tu l'as skippé tantôt, mais je viens de penser parce que moi je l'avais marqué dans mes notes à la page 138. Il parle il faut que tu sois capable de donner une brève description de ta classe en 25 mots sans utiliser le mot if, and, or but. Oui. Fait que je pense que ça serait une des affaires qui pourrait t'aider à détecter justement que ta classe ça commence à devenir trop grosse. Bon point. Ouais, surtout au niveau des du concept de responsabilité, tu as bien raison. C'était un bon point, ça aussi. Là. Fait que pour expliquer qu'est-ce que ça fait ça. Et il est peut-être déjà trop tard, tu sais. Ça fait ça si. C'était un super bon point, ça. Fait qu'un autre outil, en plus de celui-là, là, à notre arc, c'est une autre corde à notre arc, si on veut. C'est d'examiner le principe de la cohésion. Ouais. Le principe de la cohésion, ça, c'est l'idée que dans ta classe, les méthodes que tu as, les fonctions qui sont dans cette classe-là, devraient utiliser toutes ou au moins la majorité de tes instance variables, de tes variables de ta classe. Là, c'est facile ça à calculer. Même pour un développeur junior là, qui sait pas trop c'est quoi là, t'ouvres ta classe, c'est facile de compter puis de dire OK, dans cette fonction-là, j'utilise toutes les variables qui sont en haut. Là. Je trouve que c'est une métrique qui est super claire. Quand j'ai vu ça, moi, j'avais jamais entendu parler de cette définition-là de la cohésion. Puis sincèrement, je trouvais que c'est un outil très puissant. Absolument. Puis ça devient rapidement évident que tu es dû pour sortir une classe. Tu sais, fait qu'on peut avoir un
Un exemple, il dit dans le livre, il fait attention, là, tu sais, faut être dogmatique là aussi. Ça serait pas raisonnable de toujours chercher à ce que tes classes soient 100% en cohésion, c'est-à-dire que toutes les méthodes dans ta classe chacune utilise toutes les variables de la classe, là. Mais tu devrais essayer de maximiser pour ça. Mais quand tu es rendu où est-ce que tu as, mettons, une classe qui a on va dire quatre fonctions, puis il y a deux de ces fonctions-là, OK, mais on va dire quatre fonctions et quatre variables dans la classe. Puis là, tu as deux de ces fonctions-là qui utilisent uniquement deux de ces variables-là, puis les deux autres fonctions utilisent uniquement les deux autres variables. Ben clairement, tu as deux classes dans une classe, là. Ouais. Prendre ces deux fonctions-là avec les deux variables, puis là, tu sors ça dans une autre classe. Puis là, Puis tu viens de découpler, tu enlèves la dépendance entre les deux. Les raisons qui feraient en sorte que cette classe-là changerait, au lieu qu'il y ait la raison A puis la raison B, ben là, chacune des classes aurait juste leur raison à eux de pouvoir changer. Pour vrai, cette cohésion-là, la définition qu'il a donnée, le maximum de cohésion, c'est quand toutes les fonctions utilisent toutes les variables de ta classe. Je trouve que c'est tellement mesurable facilement que ça devrait être un outil qui est omniprésent. Pendant que tu es en train de coder, tu sais pas si tu es en train de bien faire ou pas. Alors, regarde combien de tes fonctions qui utilisent toutes tes variables. Même si tu sais pas comment la découper ta classe, tu le sais qu'elle est à découper. Oui, exactement. Puis ça m'a fait réfléchir un peu en pensant à essayer d'appliquer ce principe-là, la cohésion, le single responsibility principle, puis tout ça, au fait que je pense que si tu essaies de mettre ça en pratique, ça va devenir plutôt rare les cas où tu te retrouves à écrire une classe où tu as une méthode, une fonction publique, qui appelle une fonction privée, qui, elle aussi, appelle une autre fonction. En d'autres termes, je pense ça devrait être rare là, où tu vas descendre de deux niveaux en termes d'abstraction. Parce que ça, c'est là où pour moi personnellement, c'est peut-être juste moi qui n'est pas bien bon, là, mais c'est là où je commence à avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe dans une... c'est une des places où je commence à avoir de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe dans une classe ou dans du code. C'est quand que tu m'amènes dans une fonction, puis là, tu me fais descendre dans un autre niveau, puis là, tu me fais descendre dans un autre niveau encore, que là, je commence à être... Qu'est-ce qui se passe, là? C'est parce que je pense qu'à chaque fois que tu descends d'un niveau, tu ouvres un éventail de possibilités, puis ça fait en sorte que ton esprit peut pas focusser sur une responsabilité ou un besoin. Puis là, je pense que rendu là, tu sais, je t'en ai parlé un peu à la fin de la semaine passée, j'ai l'impression que devenir bon à faire ça, c'est comme un piège. Parce que si tu commences à être bon, justement, à être capable de rentrer dans 4-5 classes, 18 niveaux différents, puis de pas être perdu, c'est probablement que tu es le seul à comprendre ce que tu fais. Puis c'est parce que tu es habitué de les écrire comme ça. Fait que quand tu envoies, t'es confortable, tu es chez vous, mon homme. Ça me fit, ça ici. Mais ce que je voulais dire, c'est pas autant parce que tu sais qu'il y a plusieurs niveaux d'abstraction dans un programme, c'est normal. Ouais. Moi, où ce que je commence à être un peu plus perdu quand j'ai à lire du code de quelqu'un d'autre, puis je me retrouve à descendre 3-4 niveaux d'abstraction au sein de la même classe. Ouais. Parce que tu n'as aucun indicatif du changement de niveau d'abstraction à part le nom de la fonction. Ouais, c'est déjà si c'est nommé comme il faut. Mais tandis que si tu descends de niveau d'abstraction, en changeant de classe, tu as un contexte différent qui, là, t'aide un peu plus à apprécier ce changement d'abstraction-là, de niveau d'abstraction, puis un peu pourquoi que ça a été séparé, tu sais. Puis même dans ton esprit, pendant que tu débugs, tu sais, mettons, t'es allé lire la classe, je sais pas trop quoi, t'as lu, t'es capable de la comprendre vite parce qu'elle fait 5-6 affaires. Tu comprends pas exactement ce qu'elle fait ou comment c'est codé, mais tu comprends pourquoi elle le fait. Après ça, quand tu ressors de là puis tu vois ce nom-là, tu as tout de suite identifié un concept à ce nom-là parce qu'elle fait juste peu d'affaires. Fait que là, ou juste une affaire. Fait que là, quand tu commences à lire ton code puis tu tombes là-dessus, tu dis, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait,
comment il fait en arrière, mais je sais que c'est ça que ça fait, cette classe-là, puis tu es capable de rester plus longtemps dans ton analyse au même niveau d'abstraction au lieu d'avoir à faire du back and forth, plus creux, moins creux, plus creux, moins creux, mais sans t'en rendre compte, parce que si c'est une grosse classe, c'est que t'arrêtes pas de changer le niveau d'abstraction, sauf que le lecteur est pas conscient qu'il change de niveau d'abstraction. Fait que tu fais juste le brasser puis il comprend rien. Non, mais c'est ça. T'as raison, là. Ça l'illustre bien. L'autre section dont on peut parler, puis tout ça se retouche ou se recoupe, si on veut, là, c'est où il parle de Organizing for Change. L'idée encore, c'est des classes qui sont petites, qui ont une responsabilité. Dans cette section-là, il parle d'un autre principe solide, le O, qui est le Open Close Principle, que j'ai eu un peu plus de difficulté à comprendre la première fois où je suis tombé sur ce principe-là. Là. Mais essentiellement, l'idée, c'est que tu veux être en mesure de de rajouter de la fonctionnalité, si on veut, à ton système sans le modifier. Donc, il faut que tu codes d'une façon où ce que ça devient difficile de modifier. Tu ne devrais pas avoir de raison de venir toucher à ce qui a déjà été fait, mais facile de venir plugger quelque chose dans ton système. Puis ça peut être tu peux même penser à ça au niveau de la classe, là, pas seulement d'un système ou d'un module. Ça se fait-tu du sens la façon que je l'explique un peu? Ouais, dans le fond, tu veux être capable. Le open close, dans le fond, c'est open to extension, close to modification. Fait que grosso modo, c'est facilité à étendre ou à ajouter des fonctionnalités difficiles à changer, ce qui est déjà en place. Ça fait bien du sens parce que, tu sais, en partant, là, si tu commences à tout tester ton système puis à mettre des tests unitaires sur du code, ça vient bootstrapper ce qui était déjà en place. Fait que en partant, si tu fais des tests unitaires, ça va être de plus en plus difficile à changer ce qui est déjà en place. Mais tu dois pas non plus bloquer de pouvoir rajouter des fonctionnalités parce que ton logiciel va évoluer sans arrêt. Là. Ouais, c'est ça. Il dit We want to structure our systems so that we muck with as little as possible when we update them with new or changed features. In an ideal system, we incorporate new features by extending the system, not by making modifications to existing code. Fait que ça veut dire que, parce que là, il y a différentes façons d'arriver à cette fin-là, mais je pense qu'encore là, le polymorphisme peut aider. Mais de différentes façons. Là. Moi, il y a une des choses qui m'est venue à l'esprit là, quand j'ai lu ce paragraphe-là, si on veut, c'est l'utilisation. Comment je pourrais expliquer ça de façon claire? Ben, regarde, juste cette semaine, j'ai utilisé ce concept-là, si on veut. J'avais une classe qui utilisait une autre classe, je la passe en c'est une dépendance là, dans le constructeur. Puis on peut s'imaginer que cette classe-là, dans le fond, définissait une stratégie là, pour un algorithme quelconque pour traiter des données. Mais là, admettons que je veux avoir de façon différente de traiter ces données-là. Là, pour l'instant, j'en ai juste une, puis fait que j'ai juste une classe. Mais mettons, je veux avoir différentes façons de traiter ces données-là. Comment est-ce que je peux faire ça? Bien, tout simplement, sans être obligé d'aller changer la classe où ce que j'avais mis mon algorithme pour dire if, je sais pas trop quoi là-dedans, puis tout ça, puis tout ce que je fais, c'est à la place de passer cette classe-là dans le constructeur de mon autre classe qui l'utilisait, c'est que maintenant, je passe un array de ce type-là. En fait que là, je m'assure d'avoir une interface qui englobe tous les différents types de stratégies ou d'algorithmes pour traiter cette data-là. Je passe, mettons, peut-être plusieurs de ces classes-là dans un array à la place de juste une de ceux-là. Puis là, dans la classe comme telle, mon client, ma classe client, ben là, je peux choisir laquelle que j'utilise parmi ceux-là. Mais j'ai pas eu besoin de changer
ou de rajouter de quoi à l'autre classe où il y avait la stratégie. C'est ça, j'ai fait une nouvelle classe. Tu sais. Exact. Puis finalement, ce que tu as fait, c'est que tu as été capable d'étendre le système en implémentant une autre instance de cette interface-là. C'est ça. Mais tu n'as pas eu à modifier l'interface ou même changer de la manière que l'interface était appelée à l'autre endroit. Exactement, c'est ça qu'il dit. Puis il y a des patterns qui peuvent aider avec ça, là, comme j'ai parlé de stratégie parce que c'est ça que j'avais à tête. Tu as le strategy pattern, tu en as d'autres. Tu as des factories aussi qui utilisent ça. Tu peux y passer justement une instance différente de la même interface, puis il va générer ses trucs différemment ou whatever. Là. Puis j'essaie de voir s'il y a d'autres patrons. Je pense que le mediator aussi, il peut se porter bien à ça. Parce que si c'est que les calls de base qu'il doit avoir avec ses children, les children, peu importe c'est quoi. Ouais. Le composite pattern aussi me vient en tête. Oui, parce que tu utilises toute la même interface dans le fond. Puis mais le composite peut pratiquement même utiliser en anglais, l'héritage, cherché en français. Tu peux utiliser l'héritage parce que ton base component peut être hérité autant que tu veux de 8 niveaux, mais il y a tout le temps les trucs de base que tu t'attends de cette classe-là. Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça, il y en a plein là. Maintenant qu'on a vu que Chain of Responsibility, c'en est un autre là, dans le fond. Ça aussi, tu peux, fait que c'est une question d'interface en grande partie, c'est ça. Visitor aussi. Visitor, c'est vrai, ouais. Celui est un peu plus complexe comme pattern, là. Utilisé principalement dans les... En fait, dans le fond, c'est cave, j'avais jamais eu cette discussion-là, mais maintenant qu'on en parle, j'ai quasiment le goût de dire, je sais pas si c'est vrai, là, mais j'ai le goût de le dire pareil, tous les patrons de conception sont un peu en lien avec ce principe de open-close responsibility. En grande partie, single responsibility, open close, oui, en très, très, très grande partie. Tu sais, mettons qu'on pense, au proxy, le pattern proxy ou decorator, c'est la même chose. Tu sais, mettons, il faut que je rajoute du logging dans mon application. Ben là, tu pourrais avoir le réflexe, faut que je passe dans toutes mes classes qui font mais non, parce que tu implémentes l'interface, tu plugues ton truc, tu calls l'autre plus creux, merci, bonsoir, tu viens d'intercepter toutes les calls puis de les loguer. Fait que tu sais, théoriquement, là, on pourrait quasiment dire, c'est pour ça que je te dis, j'ai le goût de le dire, il y aurait peut-être des exceptions, là, mais ça serait quasiment de dire que tous les concepts de design pattern qui existent te permettent justement de conceptualiser quelque chose dans ta tête, mais te permet surtout de respecter le open close responsibility, de respecter le single, single responsibility principle? Oui, le single, donc je l'ai sur le bord de la langue, en tout cas, peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. J'avais jamais eu cette réflexion-là avant live, là, il y a 2 secondes. Ben, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah oui, c'est génial. Fait que là, il finit le chapitre avec, en parlant du D dans Solid, le dependency injection. Ça revient. Tout ça, tu vois, c'est là où tu vois que ça se recoupe tout. Tu sais, quand tu essayes de respecter le open close, ça te force un peu à respecter le SRP ou l'inverse aussi. Puis pour faire tout ça, ben t'as comme pas le choix d'injecter des interfaces, de dépendre sur des interfaces plutôt que sur des implémentations. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est d'injecter une interface dans ton constructeur là. Qui est un concept qui est super important. Il touche pas énormément dans le chapitre. Je pense qu'on y revient. On y revient plus tard dans le livre, je suis plus trop sûr. Mais chose certaine, c'est une très... puis on en parle beaucoup dans le livre Clean Architecture aussi, naturellement. Là. En grande partie, c'est ça. Tu veux dépendre sur des interfaces et non sur des implémentations concrètes. Puis quand tu fais ça, ton code est testable, il est modulable, tu peux changer les affaires beaucoup plus facilement. C'est juste plus le fun. En grande partie. Fait que mon ami Nicolas, on a même dépassé un petit peu notre temps habituel. Avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter sur les classes avant qu'on termine notre session pour aujourd'hui?
Ben, la seule chose peut-être que je dirais, c'est que si ton seul argument de pas faire plusieurs classes, c'est que tu as à redéclarer les using, les namespaces, la déclaration de ta classe puis la déclaration de tes fonctions, je te dirais que arrive en 2020 puis prends un bon IDE. En d'autres mots, il n'y a pas d'excuse, c'est ça que tu es en train de dire, là. Aucune excuse de pas faire des petites classes puis de respecter les principes solides. Aucune. Ouais, j'aime ça. On va se laisser là-dessus. La semaine prochaine, on va regarder le chapitre 11. Je dis la semaine prochaine, mais on sort nos épisodes aux 2 semaines. Ça va être le chapitre 11 qui est sur les systèmes. Alors, on monte à un niveau d'abstraction plus haut, là. Je commence à avoir les lignes de code. Comment tu dis ça? Moi, j'ai bien du fun quand on commence à parler macro puis high level. Moi, j'aime bien ça. Ah oui, c'est fort agréable. Alors, encore une fois, merci Nicolas de t'être joint à moi. Merci à nos auditeurs et à notre prochaine session.